L'ouverture prochaine de Grand Frais, je pense qu'il est inutile de préciser, à proximité de la zone Saint-Martin, et sans juger ou préjuger de l'intérêt que peut représenter cette enseigne sur notre commune, bien que notre ressentiment nous laisse à penser qu'elle pénalisera l'activité commerciale de proximité, essentiellement sur le secteur de la gare. Au-delà de cette préoccupation, l'accès à ce secteur entre la gare et le rond-point Saint-Jean, je pense que tout le monde le connaît, qui connaît quotidiennement une asphyxie en termes de circulation et d'accessibilité, la zone industrielle, Centre-Azur, Leclerc, la Moutonne, les Loubes, va connaître une aggravation majeure. Même si nous considérons que la commune n'est pas le seul acteur pour remédier à cette problématique, pourriez-vous, Monsieur le maire, porter à notre connaissance les préconisations que la commune engagera pour une solution pérenne et à quelle échéance pour y répondre? Et pour conclure, même s'il n'y a pas un lien direct avec la question précédente, notre ville doit pouvoir se protéger dans l'avenir tout en préservant son cadre de vie, son identité et rester une ville qui respire en se préservant d'un bétonnage excessif. Ça n'en fait aucun rapport. Aucun rapport. Voilà. Je tenais simplement à rappeler notre inquiétude. Voilà. Mais pour ça, j'ai tenu à préciser qu'il n'y avait pas de rapport avec la question. Mais vous avez raison, il n'y a aucun rapport. Donc je vous donne raison. Monsieur Ozanda. Oui, monsieur le maire, merci. Juste, je voudrais faire un historique que peut-être vous ne connaissez pas, vraiment. En 2009, la société Grand Frais a déposé une demande de permis de construire en vue de l'implantation d'un de ses magasins sur la parcelle 6 route des Loubes. Le projet portait sur la réalisation d'un bâtiment de 1687 m² de Chaune. Ce permis a été refusé en 2010. La société a formé un recours contre cette décision. Après un contentieux long de près de 4 années, la Cour administrative d'appel a annulé le refus de permis opposé à la demande de la société et enjoint la commune à délivrer l'autorisation d'un délai de 2 mois. Je ne sais pas si vous saviez aussi qu'il y avait eu à cet endroit-là un meurtre et la reconstitution a été assez longue et il a fallu attendre la reconstitution avant d'avoir le permis de démolition. Condamnation à accorder le permis de construire sous astreinte lourde. Voilà. C'est dans ces conditions donc, que la commune a procédé à la délivrance du permis de construire le 8 août 2014 pour permettre la réalisation de ce bâtiment destiné à la vente de denrées alimentaires. Le chantier de réalisation de cette opération a nécessité une ouverture sur la voie départementale en obligeant notamment pour des raisons de sécurité la création d'un rond-point déterminé en accord avec les services compétents du conseil départemental. Ces travaux ont fait l'objet, comme nécessaire, d'une présentation aux services municipaux afin d'en estimer et d'en réduire, si possible, l'impact en termes de circulation, de sécurité et d'aménagement des accotements. C'est ainsi que des échanges ont amené cette enseigne à réaliser des espaces verts à ses frais, à mettre en place 1 ou 2 mâts d'éclairage solaire pour permettre une meilleure visibilité devant concourir à la diminution du risque d'accident. Alors cette voie, vous avez raison, étant particulièrement usitée en permanence, il a été imposé à grands frais de réaliser tous les travaux sur la voie départementale de nuit, alors qu'initialement la société avait souhaité régler la circulation par des feux alternés. Coût supplémentaire pour eux, 65 000 € quand même. Hein. Ces travaux ont été réalisés à partir du 11 septembre et, comme vous l'avez dit, l'ouverture de l'établissement est prévue le 25 octobre. Ne voyez aucune interprétation particulière au fait de ce 11 septembre. Hein, voilà. Ces actions ordonnées par la municipalité ont eu pour effet de perturber le moins possible la circulation. Toutefois, il est bien entendu que cette artère est particulièrement fréquentée à toute heure de la journée et il convient de pouvoir mettre en fonctionnement une bretelle de délestage et de desserte qui transiterait à travers la zone industrielle Saint-Martin, depuis le rond-point Saint-Martin jusqu'à la rue Philémon-Logier. Dans le cadre de la mise en œuvre de la ZAE Saint-Martin, la communauté d'agglomération TPM doit mettre en perspective la réalisation de cette voie en concordance avec la vente par les propriétaires des terrains intéressés par ce périmètre et la volonté d'investisseurs à s'implanter dans cette zone. Les promesses de vente et dépôt de permis de construire seront un élément déclencheur pour TPM qui, sur ces bases, devra pouvoir programmer la réalisation de cette voie.
Toutefois, il conviendra, dans le cadre de la mise en révision générale du PLU, d'adapter le règlement de la zone aux besoins exprimés. Merci. Voilà. Madame Pebrel a une question. Monsieur le maire, l'activité touristique représente une des activités économiques majeures de notre ville et de notre agglomération. Au moment où la saison estivale s'achève, il serait intéressant que vous puissiez rapporter à notre Assemblée les grandes tendances qui se dégagent de cette saison 2017 et le bilan que nous pourrions en tirer. Merci. Comme on dit à l'Assemblée, je vous remercie pour cette question, mais nous cherchons, nous aussi, pour éclairer les citoyens et nos collègues. Alors, on ne peut pas apporter de réponse définitive dans la mesure où on peut l'espérer, la saison s'étale dans le temps et où également les déclarations que font les hôteliers et les campings s'étalent jusqu'à fin octobre. On a quand même des tendances lourdes. D'abord, je voudrais vous indiquer que la ville de Hyères a accueilli, pour les 8 premiers mois de l'année, 1 115 000 nuitées. Et pour donner une image, c'est 50% de la totalité des nuitées sur TPM. Donc le rôle de Hyères comme capitale touristique de TPM est très clairement affirmé par cet indicateur. Comment juger la fréquentation? Le meilleur critère pour tous les spécialistes est simple, même s'il peut parfois surprendre, c'est le tonnage d'ordures ménagères. Parce que sauf à supposer que d'une année sur l'autre, il y a un changement de comportement des habitudes alimentaires, c'est la traduction du nombre de personnes sur le territoire. Or, cette évolution entre 2016 et 2017, pour le mois de juin, il y a eu une augmentation de 23% à Hyères et une augmentation de 5,18% sur TPM. Donc un très bon mois de juin. En juillet, c'est moins bon, mais il y a quand même une augmentation de 2,17% du tonnage, 360 sur TPM. C'est l'ensemble de TPM et les communes concernées qui a senti un mois de juillet plus difficile. Alors pour beaucoup de raisons, notamment je ne sais pas si c'était les périodes électorales, on a voté quand? Non. En tous les cas, bon, les professionnels l'éclaireraient mieux que moi. Et en août, Hyères est également la commune qui a le plus forte augmentation, plus 5,16% à Hyères, 1,73% pour TPM. Quand je rappelle que 2015 et 2016 avaient été considérées comme de très bonnes années, il ne s'agit pas bien sûr d'autosélection, mais on peut penser que beaucoup de monde est venu sur notre territoire. Les données liées au transport ferroviaire le confirment. Entre l'été 2016 et l'été 2017, le nombre de voyageurs de notre gare SNCF a augmenté de 24%. Alors bien sûr, il y a eu davantage de cadencements liés à la réforme qui est intervenue, mais il y avait du monde dans les wagons, plus 24%. L'aéroport lui-même a connu une augmentation importante, même si nous sommes bien conscients du fait que toute personne qui atterrit ailleurs ne reste pas ailleurs, ni même dans TPM, mais ça a quand même une signification. Une signification intéressante, enfin, qui je crois intéressera notamment nos collègues qui sont préoccupés légitimement par les îles, la fréquentation des lignes maritimes. De la TLV vers les îles, en mai, plus 11,27%, en juin, plus 19,95%, ce qui confirme le mois de juin était vraiment particulier, en juillet, plus 7,28%, et en août, plus 5,82%. Donc, je crois globalement, voilà, une bonne saison, j'y reviendrai, avec un changement de comportement assez étonnant lorsqu'on prend l'indicateur de la fréquentation de nos offices de tourisme. Ils ont connu une fréquentation parfois difficile, notamment en juillet, où il y a une baisse. Mais dans le même temps qu'il y a des baisses sur la fréquentation des offices, il y a une explosion sur la fréquentation des sites. C'est-à-dire qu'on voit bien un changement de nature et d'attitude, de comportement du touriste qui s'habitue à la fréquentation des sites et à l'information numérique plutôt que d'aller dans les offices. Bon, ça ne veut pas dire que ce contact humain ne reste pas fondamental, que nos boutiques qui s'y tiennent ne sont pas utiles, mais il y a un changement de comportement. J'ajoute qu'on pourrait également interpréter la chose de la façon suivante. Peut-être que la ville de Hyères aujourd'hui attire beaucoup de monde
qui ne se situe pas trop loin. Parce que quand on voit l'augmentation des volumes d'ordures ménagères, on ne sait pas si c'est quelqu'un qui vient de Paris et qui passe 15 jours, ou quelqu'un qui vient passer un week-end venant de Toulon ou d'Aubagne. On n'en sait rien. Et peut-être qu'il y a une indication sur cette évolution de la fréquentation des offices du tourisme, qu'on vient de pas loin et qu'on connaît bien, on ne va pas à l'office du tourisme puisque l'information, on la maîtrise. Globalement, et je résume la dernière réunion que nous avons eue ici avec le comité directeur de l'Ouest varois, c'est-à-dire hier Carqueiranne-Lacros et Lalonde et le Pradé, mais hier notamment, ça a été très bon pour la restauration, c'est incontestable. Ça a été plutôt bon pour l'hôtellerie, même si juillet a été difficile. Et quand on demande l'indice de satisfaction, on est entre 80 et 85% de la part des acteurs du tourisme. Donc je crois qu'on peut dire que ça a été une saison plus que convenable. Moi, je veux rester prudent, avec peut-être une réflexion qui devrait être menée sur la provenance des personnes qui viennent chez nous. Peut-être qu'il y a des phénomènes que j'ai bien connus dans une autre vie, où les gens ne venaient pas obligatoirement en vacances, mais venaient passer la journée. Alors c'est vrai pour Porquerolles, bien entendu. Beaucoup de gens vont à Porquerolles sans hésiter de venir de Marseille, de Toulon ou de Nice et passer la journée. Mais c'est peut-être vrai aussi plus généralement sur l'ensemble du territoire. Voilà, c'est une réflexion. Je n'ai pas d'informations là-dessus, mais dans les approfondissements qui devront être les nôtres, il faudra bien sûr intégrer ce genre éventuel d'évolution. Et puis la deuxième évolution très significative, c'est l'apport du numérique. Aujourd'hui, on s'informe de cette façon-là beaucoup plus que par d'autres moyens. Voilà la réponse, en tous les cas les informations que je voulais diffuser sur ce point. La troisième question porte sur la métropole et elle est posée par M. Simuler. Comme vous voulez, écoutez, je peux la résumer, mais si je la retrouve. Quoi ? Je vous en prie. Et la minute de célébrité, c'est ça? On a pensé, si vous voulez, qu'il n'était pas inopportun de filmer, on le fait depuis le début, les questions d'actualité, on les met sur le site, voilà, c'est tout. Il n'y a pas. Bon, c'est la télé de la mairie, c'est pas une télé, quoi. Très bien, donc la question porte effectivement sur la métropole qui, au 1er janvier 2018, se met en place par décision donc du président Hubert Falco. C'est une transformation administrative. Non, par décision collective. Par décision collective initiée par le président, mais collective. Écoutez, comme ici, c'est initié par le maire, mais ne donnez pas cette impression que tout le monde se soumet. C'est peut-être une autre époque, ça. Cette transformation administrative est de très grande ampleur. C'est une nouvelle collectivité territoriale qui absorbe l'ensemble des compétences des communes, de l'agglomération, une partie des compétences de la région, sans oublier le statut des personnels et la fiscalité. Nous avions demandé une mission préparatoire de mise en œuvre de la métropole. Vous avez bien voulu organiser 2 débats, dont le dernier avec la directrice générale des services de l'agglomération. Depuis, nous sommes dans le brouillard le plus complet. Nous délibérons régulièrement sur le transfert des compétences de la ville, on vient de le faire encore cet après-midi, sans disposer ni de vision globale de l'organisation, de ce que sera la gouvernance, de ce que sont les équilibres entre la métropole et les communes. Et si on est convaincu de la nécessité d'une métropole du Var face à celle de Marseille et de Nice, on ne peut pas accepter la mise en place d'un monstre administratif qui se substituerait à notre responsabilité d'élus et aux enjeux démocratiques. Nous croyons que cette métropole doit être différente de celle que je citais, de Nice ou Marseille, peut-être plus décentralisée, plus proche de nos concitoyens, exemplaire par l'efficacité des services publics. La question est très simple et très directe. À 80 jours de la mise en œuvre de la métropole toulonnaise, pouvez-vous nous indiquer la feuille de route qui a été arrêtée par votre majorité, les compétences qui seront affectées à la commune de Yermes et aux autres communes, bien sûr, qui la composent, et la nature de la concertation que vous souhaitez organiser avec les Hierois pour les impliquer dans une transformation majeure de leur nouveau périmètre administratif. Merci de votre réponse. Merci. 3 observations préalables. Ce n'est pas la décision du président Falco, c'est la loi. Et le problème était de savoir si on restait communauté d'agglomération, si on avait une métropole. Ensuite,
c'est la loi qui définit les compétences obligatoires, facultatives et les modalités. Deuxième observation, jusqu'ici, la métropole n'a pas existé. Donc, vous évoquez les délibérations que nous avons sur les transferts de compétences sont ceux liés à l'agglomération et pas à la métropole. Si elle n'existait pas, néanmoins, les déchets auraient été transférés du fait de la loi NOTRe, donc d'une loi du gouvernement précédent. Vous indiquez que c'est un monstre administratif. C'est un peu original. Et vous souhaitez une métropole différente de celle que nous proposons. Mais en même temps, vous dites que vous n'en savez rien de la métropole que nous allons proposer. Donc c'est un peu paradoxal de dire que vous êtes en opposition à ce que nous allons proposer et que vous ne savez pas ce que nous allons proposer. Peu importe. En tous les cas, pour résumer la situation, je crois que chacun d'entre nous, me semble-t-il, est globalement convaincu, comme vous l'avez dit, qu'entre les métropoles de Marseille et de Nice, si l'on veut exister pour l'avenir dans une compétition, aussi une compétition de territoire, il est important que nous allions dans cette direction. Deuxième élément, il y a une certitude qu'on ne peut pas mesurer aujourd'hui, on n'a aucune information, mais les dotations de l'État aux métropoles seront plus importantes que les dotations aux communautés d'agglo et donc bénéficieront à l'ensemble des communes du territoire. J'ajoute d'ailleurs que le président de la République actuel a fait du développement des espaces métropolitains le cœur de sa réflexion territoriale, en souhaitant qu'il maintienne son point de vue. Enfin, une métropole, nécessairement, comme une communauté d'agglomération, mais mieux qu'une communauté d'agglomération, doit pouvoir nous permettre de faire jouer des économies d'échelle, d'optimiser et d'essayer d'avoir de l'ensemble du territoire une politique solidaire de bassin d'activité et de faire valoir dans chacune de nos communes, et notamment à Hyères, des opérations qui, de notre point de vue, sont d'intérêt communautaire. Ce qui n'a malheureusement pratiquement jamais été fait ici quand il s'agissait de l'agglomération, même si Noailles, mais tout était fait, est passé à la communauté, heureusement pour le fonctionnement, même si le vélodrome est passé à la communauté, mais il n'y a pas eu d'opération d'investissement. Là, à titre d'exemple, on peut penser que la réalisation de la place Clémenceau, eu égard à sa qualité et à son importance, pourrait être et devrait être classée d'intérêt communautaire. Pour le reste, c'est vrai qu'en droit, on passe à la métropole le 1er janvier 2018. Mais d'un commun accord, et pas simplement le président Falco, nous avons souhaité nous donner du temps pour mettre en place ce qui n'est pas un monstre administratif, mais qui est néanmoins une grande difficulté administrative, qui touche du personnel, qui touche des investissements et qui doit conduire à une réflexion sur le périmètre de chaque compétence. Les compétences, je vous le rappelle, sont fondamentales. Il y a la voirie, où ça commence, ça s'arrête. Il y a par exemple le concept sur lequel nous travaillons de façade à façade. Est-ce qu'on prend la voirie, les trottoirs, façade à façade? La propreté, les espaces verts, lesquels? Est-ce que ce sont tous les espaces verts? Est-ce que les jardins remarquables y figurent ou non? Pour nous, c'est très important. Albus-Riquier, Saint-Bernard, Sainte-Claire. Il y a le littoral et les plages. Il y a l'aménagement. Il y a les DIA. Il y a les parkings. Il y a la politique de la ville. Il y a l'habitat. Donc c'est vraiment extrêmement important. D'où notre absolue vigilance pour que la commune, je ne dirais même pas le maire, ne soit pas dessaisi de ses intentions sur l'avenir de la ville, mais qu'au contraire, ce soit une traduction améliorée, renforcée de la volonté municipale qui s'exprimerait. L'AMO, l'assistant à maîtrise d'œuvre, a été désigné il y a 15 jours, parce que, vous le savez, il y a toute une procédure, bon, bref. Et je ne l'ai pas encore rencontré, je dois le rencontrer très prochainement et en priorité, pour faire valoir et décrire ce qu'est notre commune. La gouvernance n'a pas encore été définie, même si les maires, et en particulier les maires des petites communes, tiennent, et je fais partie de cela, même si la commune n'est pas petite, tiennent à ce que la proximité, qui est tout à fait essentielle entre le maire, les conseillers municipaux et la population, soit maintenue sur des sujets aussi pratiques que la voirie, que la propreté, par exemple. Mais, je vous donne mon sentiment personnel, il ne faut pas que cette exigence de proximité
conduisent à simplement dupliquer avec des frontières un territoire en disant c'est devenu une métropole. Il faut que nous ayons l'intelligence et l'imagination de garder la proximité, mais de faire mieux et plus. Donc, la réflexion qui s'ouvre à partir d'aujourd'hui, et bien entendu, nous la partagerons. Je vous indique que nous ferons, dès que les choses auront un peu avancé à le mettre d'œuvre, une réunion d'étape pour devra, de mon point de vue, dire il y a la proximité immédiate, celle-là, il faut qu'elle reste sous la responsabilité directe du maire par délégation du Conseil des maires de TPM. Il y a la proximité contiguë, j'ai envie de dire. En d'autres termes, nous travaillons actuellement sur la route de sortie de Hyères vers Toulon, la vieille route de Toulon. Je trouve un peu paradoxal que quand on arrive aux frontières de la Crau de la Garde, on s'arrête. Donc voilà un beau sujet pour dire, on travaille sur la route de l'Almanach, et à San Salvador, on dit, bon, maintenant on n'est plus chez nous, on est à Carqueiranne. Voilà des exemples, si vous voulez, où sur un territoire, un pôle de proximité, il pourrait y avoir du mieux pour l'intérêt collectif. Et puis, il y a les opérations d'intérêt communautaire, la définition d'une politique communautaire. Parce que si nous avons plus de moyens, si nous arrivons à faire des économies d'échelle, eh bien, ces moyens doivent être dévolus à plus d'ambition pour le territoire. Je vous donne mon sentiment. À titre d'exemple, si nous recevons une grande manifestation, c'est quand même pas très grave, et c'est la moindre des choses, que l'hôtel voisin de la Crau, de Carqueiranne ou de Toulon en profite, et réciproquement. Et réciproquement. C'est vrai à l'échelle du Var, quand des opérations comme le Grand Prix de Formule 1 en Castellet interviendra, il faudra bien qu'il y ait dissémination des profits. C'est encore plus vrai quand il y a une communauté de destin. Nous avons eu une longue discussion l'autre jour sur les croisiéristes. Et c'est vrai que je me réjouis que le port de Toulon devienne le deuxième port français en matière de croisière. Et il y a vraiment une expansion tout à fait considérable. Ce sont des personnes qui viennent de loin, qui ont un pouvoir d'achat, donc ça fait marcher l'économie locale. Sauf que, il y a deux types de croisiéristes. Il y a ceux à qui on vend le produit clé en main, y compris pendant l'escale, et si nous ne sommes pas vigilants, on peut leur proposer la visite du Fort Saint-Jean à Marseille, des arènes de Simiès à Nice, bon, non, il faut qu'on les garde. Et donc il faut avoir un contact, ce que nous avons eu ces derniers jours, avec les représentants des croisiéristes pour leur dire que, je ne sais pas, la Villa Noailles, le musée de la Marine, le mémorial de la Deuxième Guerre mondiale ou Saint-Paul, ça vaut la peine de rester à proximité pour que nous recueillions les fruits de ces transports. Il ne faut pas que la croisière, un peu parfois comme l'aéroport, mais je me bats pour ça, nous transforme en plateforme d'accueil et en dispersion des profits à l'extérieur. Il faut être un peu égoïste. Et puis il y a une deuxième catégorie de croisiéristes qui, eux, débarquent, n'ont pas acheté le package des visites et parfois sont un peu perdus. Et donc, s'ils sont perdus, ils se promènent uniquement à Toulon. Parce que, bon, vous savez, quand vous descendez, vous restez la journée, bon, c'est bien. Et moi, je voudrais qu'ils aillent un peu plus loin. Et donc, il faut, et je me battrai pour ça en tant que responsable du tourisme, les accueillir dans des conditions constructives, mettre des moyens à disposition pour le déplacement, des informations pour que, à 10 minutes, un quart d'heure de voiture, ils puissent venir profiter, partager, faire rayonner notre territoire. Donc ça, c'est une ambition qui peut être métropolitaine et qui peut nous permettre, je dirais, à ce territoire d'exception de rayonner sans être sous l'ombre de Nice et de Marseille. Donc voilà, c'est le type de réflexion. Dans l'intervalle, en 2018, j'aime pas l'expression, mais j'ai envie de dire, à part administrativement, rien ne change. Puisqu'en effet, toutes les décisions continuent à être prises par les communes indépendamment, tous les travaux seront payés par les communes, directement ou par l'intermédiaire d'un remboursement au niveau de l'indemnité de compensation de TPM. Simplement, ils auront l'étiquette TPM parce que la loi nous l'impose. Mais il n'y a aucun changement, ni pour l'activité du personnel, ni pour sa localisation, ni pour les investissements. Il y aura une boîte aux lettres administrative.
Mais cette année nous permet tranquillement, parce que c'est quand même un peu sous la pression devant de telles transformations, que j'espère vraiment avec vous positives, nous permettra de poser les choses. Le travail commence, alors bien entendu, ça n'empêche pas chacun de réfléchir, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, la réflexion, elle est autonome. Chacun, ce que je viens de dire, c'est une réflexion. Voilà. Je la fais partager, je vais essayer de la faire partager dans le TPM. C'est compliqué, mais moi je ne veux ni que la future métropole soit une sorte, alors là ce sera un monstre qui absorbe tout et Big Brother appuierait sur un bouton, on sera là uniquement pour regarder des réalisations que nous n'aurions pas décidées, ça c'est exclu, et honnêtement la personnalité des différents maires et peut-être leur vision un peu j'ose pas envoyer le vocabulaire, de proximité les conduit à refuser systématiquement cette idée, mais je ne veux pas non plus qu'on dise on fait la métropole et rien ne change, parce que là, c'est pas la peine de la faire, à part les emmerdements administratifs, il n'y a rien d'autre. Donc il faut trouver entre les deux ce maintien d'une véritable proximité, parce que ça c'est fondamental, ce maintien, cette réalisation peut-être de pôles de proximité où il y a des complémentarités, ça c'est sympathique, c'est ce qu'on fait. Si vous voulez, je voudrais que la maquette de l'Office du tourisme intercommunal soit un peu un modèle pour la métropole. Ce n'est pas prétentieux ce que je dis. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a sanctuarisé 80 à 90% des taxes de séjour sur les communes. Et il y a une liberté totale d'action des offices de tourisme. Mais on a fait des pôles de proximité d'ailleurs par adhésion. Et quand on se réunit aujourd'hui, dans le comité directeur tourisme traditionnel, il y a la Crau, il y a Carqueiranne, il y a le Pradé et la Garde. C'est sympathique d'ailleurs, parce que ça permet d'avoir des échanges, des informations. Par exemple, je suis sûr que comme moi, vous serez un peu surpris de savoir que le Pradé est une ville importante en matière touristique de TPM. Importante, et pourquoi? Parce qu'il y a Bellambra, parce qu'il y a des résidences de tourisme importantes au Pradé. Et c'est vrai que ça peut permettre, sur des congrès importants, d'avoir, outre les solutions que nous avons, des compléments. Voilà, tout ça est nourrissant. Et puis un troisième volet, au niveau de l'office de l'EPIC communautaire, où nous essayons lentement, c'est compliqué, mais de réfléchir à des politiques transversales qui sont intéressantes pour tout le monde. Par exemple, si on fait un circuit des îles, bien sûr, nous, on est les meilleurs, mais l'île des Ambiers, des choses comme ça sont intéressantes. Si on fait un circuit des forts, c'est vrai que nous, on est les meilleurs, ne mettez pas ça au compte rendu, je ne voudrais pas me fâcher, mais c'est vrai que le Fort Saint-Louis à Toulon, de la Galvarès à Sifois, etc. Et en matière touristique, vendre un circuit des forts, un circuit du terroir ou des vins, un circuit des fleurs, nous, on est bon. Enfin, l'Accro, Carqueiranne, Olioul, tout ça, c'est pas mal non plus. Voilà. Avoir cette approche positive et constructive. Alors, c'est peut-être plus facile, bien entendu, en matière sur un secteur donné comme le tourisme, mais cette philosophie, avec ces trois niveaux d'intervention, me paraît souhaitable. Après, il y a la gouvernance. Le principe qui semble se dégager, comment pourrait-il en être autrement, c'est que un conseil des maires, un peu comme le bureau actuel de TPM, sera largement décisionnaire, sauf que, je me permettrai de le faire remarquer, je souhaiterais qu'on puisse pondérer par la population les territoires. Quand même. Parce que, même si j'ai beaucoup d'affection pour mon collègue du Revest, le Revest, c'est pas hier. Bien sûr, c'est pas Toulon non plus. Alors, il faut être très respectueux, mais attention, même si nous sommes très représentés en pourcentage dans la communauté du syndicat mixte du GAPO, donc on paie plus, mais comme nous sommes quand même minoritaires, à 48 ou 49%, on perd à tous les coups. Bon, donc voilà, là il y a des préoccupations de gouvernance qu'il faudra gérer. Mais très sincèrement, dans les débuts de conversation, vraiment pas beaucoup, enfin dans les conversations nombreuses que j'ai avec Valérie Pêche, bon, c'est un peu plus compliqué ailleurs, ce qui se dégage quand même n'est pas trop loin de ce que je suis en train de dire. Voilà. J'ai vraiment voulu répondre
Alors, Monsieur le maire, est-ce qu'on peut prendre rendez-vous, peut-être? Alors, ça veut dire que la prochaine discussion budgétaire se fera sur le périmètre qui est le périmètre actuel pour la ville de Hyères. Oui, alors si vous voulez, qu'est-ce qui va se passer? On est vraiment dans l'administratif un peu bête et méchant. Hein. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une ligne personnelle, par exemple, je demande à l'heure actuelle d'élaborer 2 budgets. Un budget comme d'habitude, pas de problème, et un autre budget où la ligne personnelle sera décomposée en personnel communal et personnel transféré, que nous ne paierons pas, mais qu'on remboursera. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des modalités formelles pour respecter la loi. Mais ça nous permet pendant un an d'être exactement dans la même situation. Bon, de toute façon, merci de votre réponse parce qu'elle nous éclaire sur la difficulté auquel on va être tous confrontés. Mais ce qui est en tout cas nécessaire, je pense, c'est d'avoir à chaque étape, en tout cas à chaque fois que vous l'estimerez nécessaire, un éclairage, parce qu'on n'est pas sur des petites choses, des choses fondamentales. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, le président de la République a peut-être en tête dans les départements dans lesquels il y a des métropoles, la métropole se substitue intégralement au département, ce qui concernerait le Var, par exemple, les Alpes-Maritimes ou les Bouches-du-Rhône. Sauf si la pensée du président a évolué, ce que vous allez peut-être nous dire. Ça, entre nous, c'est plus qu'une hypothèse. Mais concernant, en tous les cas, les compétences, il y a aussi des transferts de compétences du département vers la métropole. Je crois qu'ils sont très limités. En tous les cas, il n'y a pas la volonté de vider le département de l'ensemble de ses fonctions. Pardon ? Oui, il le renforce dans le social. Peut-être il a demandé ça un peu sur les routes. Voilà. Mais voilà, il n'y a pas cette volonté. Pourquoi ? Parce que, bon, il n'y a pas que TPM non plus dans le Var. Il y a tout le Var rural. Voilà. Donc on ne va pas dans cette direction d'effacement ou d'élimination du département. Voilà. En tous les cas, moi, ça me plaît beaucoup de parler de ça, mais je ne peux pas en dire plus aujourd'hui. Hein. Alors, 4e question. Sur les nouveaux logements, sur l'emplacement d'école d'infirmières, Monsieur Tomatis, mais vous pouvez faire la question et la réponse, hein, allez-y. Non, quand même pas. Oui, donc, merci Monsieur le maire. Donc, on part d'un article, a priori anodin, de Var Matin du 1er octobre 2017, relatif à l'inquiétude des riverains de l'allée Marie des Lions, qui nous apprend la construction prochaine de 40 logements sur le parking de l'école d'infirmières. Et alors, me direz-vous? Alors, nous pensons qu'une analyse précise de cet article et de ses annexes est de nature à inquiéter les Hyérois à plus d'un titre et rappelle ou révèle un certain nombre de faits qui méritent notre et votre attention. Tout d'abord, on apprend que le permis de construire en question aurait été accordé en septembre 2017 sur la base de l'ancien plan d'occupation des sols et non pas dans le PLU, alors que celui-ci était déjà adopté et se serait avéré, dans le cas particulier, beaucoup plus contraignant. De sorte que les riverains s'en émeuvent et s'émeuvent également sur le risque de densification de l'espace urbain. On apprend ensuite que le parking de l'école d'infirmières ainsi que la maison des Lions, patrimoine classé, qui seront vendus pour réaliser l'opération, appartiennent à l'hôpital. Pour le cas où vous n'en seriez pas informé, nous portons à votre connaissance et à la connaissance du conseil municipal que l'hôpital, pour faire face à ses difficultés financières, envisage ensuite de vendre... Pardon ? Là, vous parlez à tous nos collègues. Oui, à tout le monde. D'accord. Non, mais pour qu'ils soient informés. Oui. Envisage ensuite de vendre l'ensemble des bâtiments du centre de gérontologie situé rue Eugénie et avenue Riondé. Ce projet de vente du patrimoine immobilier de l'hôpital laisse donc supposer que sa situation financière n'est toujours pas assainie. On apprend ensuite la perte annoncée pour hier de toute antenne locale de l'Institut de formation publique varois des professionnels de santé. L'article de presse laisse quand même planer un doute sur l'implantation définitive de l'école d'infirmières dans de nouveaux locaux pour laquelle plusieurs options sont à étudier et peut-être une ailleurs. Donc, Monsieur le maire, au terme de l'analyse de cet article, et sans aller jusqu'à remercier Var Matin de nous avoir permis de souligner autant d'interrogations, nous vous remercions de nous donner votre sentiment à leur sujet. Premièrement, pouvez-vous nous dire quelles règles ont prévalu réellement à l'octroi du permis de construire en question et pour quelles raisons, comme le soulignent les riverains intéressés, l'arrêt du Conseil d'État qui prévoit dans un cas similaire d'accorder un sursis à statuer n'a pas été respecté? Deuxièmement, avez-vous de nouvelles informations sur la situation financière de l'hôpital qui semble en être arrivée maintenant à vendre les bijoux de famille, entre guillemets? Troisièmement, confirmez-vous le projet de vente prochaine par l'hôpital du centre de gérontologie, patrimoine en partie classé qui comporte la chapelle Poniatowski et le pavillon Vidal?
Qu'adviendra-t-il alors du patrimoine classé? Qu'en sera-t-il alors de la densification urbaine dans le quartier Riondé, rue Eugénie? Nous pensons, nous, que le Hyères doit garder son cadre de vie et son identité et ne pas voir son espace urbain bétonné à outrance. Quatrièmement, enfin, de la même façon dont vous vous étiez clairement prononcé lors d'un précédent conseil municipal pour l'installation à Hyères plutôt qu'à la Garde d'un centre d'imagerie médicale en face de l'hôpital, userez-vous de votre influence pour favoriser l'implantation définitive à Hyères de l'école d'infirmières ou d'une de ses antennes dans de nouveaux locaux et pourquoi pas également en face de l'hôpital? Merci, monsieur le maire. Je vous remercie. Monsieur Carasson va vous répondre. Une information, enfin, une petite digression avec tout le respect et la sympathie que j'ai pour vous. Vous êtes aussi membre du conseil de surveillance de l'hôpital. Quand vous voterez au conseil de surveillance de l'hôpital... Plus actuellement en ce qui me concerne. Non, mais écoutez, alors vous y êtes et vous approuvez. Quand vous serez au conseil de surveillance de l'hôpital et que vous approuverez la vente par M. Perrault de ces terrains, je vous rappellerai votre intervention ici. À un moment donné, il faut du courage en politique et pas jouer sur deux tableaux contradictoires. Voilà. Je ne joue pas sur deux tableaux, je vous pose des questions. Non, mais d'accord, mais Pour moi je souligne que moi j'ai la même attitude au conseil de surveillance et en tant que maire, et que, bon, l'attitude peut varier pour d'autres. Alors, mais néanmoins, il ne s'agit pas de signer quoi que ce soit, il s'agit de vous poser une question, monsieur. Mais oui, de me poser une question. Enfin, bon, la vente des bijoux de famille, d'abord, l'expression est un peu excessive, mais enfin, vous l'avez soutenue, puisque, bien entendu, la situation de l'hôpital est très difficile, et que, sur un terrain où il n'a pas de destination, il était naturel que M. Perrault s'interrogeât. Alors, on va apporter des réponses juridiques à tous les sujets, parce que, bon, il n'y a pas de votre part, mais dans l'interprétation des personnes, il y a beaucoup d'erreurs. Monsieur Carasson. Bien, monsieur le maire, mon cher collègue, j'observe que vous ne posez pas une question, mais peut-être 6, n'est-ce pas? Donc c'est une, n'est-ce pas, voilà, c'est un panier garni, et je vais essayer de faire le tri, n'est-ce pas? Alors, la première question porte sur le permis de construire délivré à la société Promogym pour 40 logements sur un terrain situé à allée Marie des Lions et appartenant à l'hôpital d'Hyères. Concernant les règles d'urbanisme applicables à la demande, il s'agit en effet non pas des règles du PLU en vigueur depuis février 2017 qui ont été appliquées, mais celles du POS. Et cela pour une raison que vous allez tout de suite comprendre. Comme la loi l'impose, donc selon le Code de l'urbanisme, une demande de permis déposée dans un délai de 18 mois suivant l'obtention d'un certificat d'urbanisme, qui est le document qui indique à la date de sa demande quelles sont les dispositions retenues et qui vont s'appliquer au permis. Donc, quand une demande de permis est déposée dans ce délai de 18 mois suivant le certificat d'urbanisme, le permis ne peut être refusé sur la base de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'établissement du certificat. Donc c'est le principe de non-rétroactivité qui ici apparaît. Autrement dit, voilà, le permis de construire qui a été déposé l'était dans les 18 mois de l'obtention du certificat d'urbanisme qui faisait référence et qui mentionnait les règles en vigueur. Et évidemment, les règles du PLU que vous regrettez de ne pas avoir vu appliquer, elles sont postérieures et elles sont loin derrière les 18 mois que vous évoquez. Donc la commune n'a fait qu'appliquer le droit en délivrant un permis de construire sur la base du POS, compte tenu de l'existence d'un certificat d'urbanisme de moins de 18 mois. Cette position est par ailleurs confirmée par nos conseils juridiques et par l'état actuel de la jurisprudence administrative. Il n'y avait donc pas lieu, et il n'y avait non plus pas le droit, d'opposer un sursis à statuer à ce projet, dès lors que nous n'étions plus, au moment de la délivrance du permis, en phase d'élaboration du PLU. Voilà. Donc concernant... question suivante. Alors, il est question de la densification de l'espace urbain, n'est-ce pas, que vous craignez. Alors, concernant la densification de l'espace urbain, il convient de rappeler que le PLU validé en 2011, puis annulé, prévoyait une densité aussi importante en classant l'ensemble du terrain en zone UP, avec une hauteur maximale autorisée à 18 mètres. Le PLU validé en 2017 réduit, quant à lui,
la densité sur ce secteur pour l'avenir, et notamment pour tout projet qui viendrait se substituer aux locaux de l'école d'infirmières. En effet, nous n'avons à ce jour aucun projet présenté ou en instruction en mairie. Je le souligne. Le site de l'école d'infirmières se trouve en zone UD, dans le nouveau PLU, ce qui permettra un équilibre des densités dans le secteur, avec une emprise limitée à 35%, en tout cas pas supérieure, peut-être inférieure, et un recul sur les voies et limites imposées. Donc la construction sera moindre avec le PLU de 2017 que ce qu'elle aurait été avec le PLU de 2011. Voilà de quoi lever quelques inquiétudes, n'est-ce pas, au nom duquel vous présentiez votre intervention. Concernant le devenir de la Maison des Lions, je vous confirme que le bâtiment est actuellement protégé en totalité par la ZPPAUP, qu'il ne peut être ni démoli ni agrandi. Et cette protection est vouée à perdurer à travers des nouveaux documents de protection du patrimoine à l'étude actuellement. Et si un déclassement a été envisagé par les pétitionnaires, nous l'avons refusé. Concernant le centre de gérontologie, situé entre le boulevard Riondé et la rue Eugénie, je vous confirme que nous n'avons à ce jour aucune demande d'urbanisme enregistrée pour ce bâtiment, qui par ailleurs fait l'objet d'une protection absolue au titre de la même ZPPAUP, qui interdit toute démolition ou tout agrandissement significatif. Donc le patrimoine liérois est ici à l'abri. Pour compléter, pas pour compléter la réponse de François Carasson, mais puisque vous l'avez évoqué, j'ai proposé à l'école d'infirmière de s'établir dans l'espace du Roubaud. Pourquoi? Parce que nous développons un technopole de la santé qui avance bien. Aujourd'hui, l'État, par intermédiaire de Monsieur le Préfet, la région, qui en a fait un de ses objectifs, TPM, nous-mêmes, Eurobiomed, qui est le pôle de compétition agréé en matière de santé, sont solidaires derrière ce projet qui peut être très important, autour de la rééducation notamment et de la silver economy. Et il me semble que l'école infirmière y trouverait, je dirais, dans son environnement, plus que des travaux pratiques. Il appartient à la région de se déterminer, à sa directrice de les influencer. En revanche, s'il y a un degré de liberté pour l'école infirmière, j'ai d'ores et déjà écrit à Renaud Muselier et à Hubert Falco pour leur dire que je me battrai comme un chien sur l'ergothérapie et la psychomotricité. Parce que véritablement, faire un pôle de compétition, enfin un technopole fondé sur la rééducation et imaginer que l'école qui forme à ces techniques-là ne soit pas au cœur d'entreprises innovantes en la matière et au cœur des 6 hôpitaux que nous avons, enfin 5 hôpitaux spécialistes français et peut-être internationaux de ces problèmes, me paraîtrait une incongruité. Alors, certains ou certaines me disent, oui, mais on ne veut pas 2 sites. Ben, il y en a 2 aujourd'hui. Et je ne vois pas comment ce serait plus compliqué d'en gérer 2 que 1. Mais c'est tout à fait fondamental. Et donc j'ai très clairement indiqué dans une lettre d'information, en tous les cas d'information de ma volonté inébranlable sur le sujet, que nous nous battrons pour les conserver. Parce que véritablement, c'est gagnant-gagnant. C'est le meilleur environnement pour une école d'ergothérapeutes psychomotriciens. Et pour nous, c'est intéressant d'avoir au cœur d'incubateurs d'entreprises sur ces sujets-là, de start-up spécialisées. Et véritablement, ça intéresse. Et à proximité de Pomponiana, de San Salvador, d'Élio Marin, de René Sabon, enfin, on est les champions du monde de la rééducation, une école d'infirmières. Voilà. Donc voilà, pour que véritablement compléter ce que je vous ai dit, la question que vous avez posée. Bon, dernière question, si vous permettez. Merci pour vos réponses rassurantes sur tous ces sujets. Tant mieux si elles sont rassurantes, mais si vous voulez, bon, on les fonde sur le droit, hein, autrement. Le coût des mesures de sécurité renforcées, c'est une question de M. Cornillo. Oui, Monsieur le maire. Chacun le sait, la situation actuelle de la France a conduit au renforcement de notre dispositif de sécurité à l'échelon national, mais bien entendu également à l'échelon local.
Pouvez-vous nous indiquer les modalités du dispositif mis en place par la commune et ses conséquences budgétaires? Alors, je ne vais pas être exhaustif, mais on est au cœur d'un vrai sujet. Et bien entendu, ce que nous avons entamé est naturel, même si c'est très lourd. On est passé dans un autre monde et je dirais la transition est complexe. Une autre réflexion pourrait être que désormais, la notion de régalien doit être redéfinie, parce que de plus en plus, les communes remplissent des fonctions régaliennes par nécessité objective ou par nécessité de l'État. Mais cet état d'urgence nécessaire, cette vigilance absolue, nous ont conduit à effectivement changer beaucoup de choses. À titre d'exemple, en matière d'animation, l'organisation de 400 manifestations à ce jour, représentant plus de 500 journées d'animation, a été une charge différente. Pour le service animation, cela représente un coût d'heure supplémentaire de 20 000 €, en plus de l'enveloppe prévue, et ce service a dû prévoir l'acquisition de matériel important, tel que barrières, érasses, plots, béton, brides de verrouillage, barrières Vauban, pour sécuriser les sites d'animation pour un montant de 20 000 €. En matière de sécurité au sens strict, la police municipale, c'est une enveloppe de 100 000 € d'heures supplémentaires qui a été affectée à des missions de sécurisation. Ils sont partout. Ce service a dû également faire l'acquisition de barrières anti-véhicules béliers, 20 000 €, et d'un camion adapté à leur mise en œuvre, 20 000 €. Nous avons étendu le système de vidéosurveillance. Je n'ai pas le coût, mais c'est près de 30 à 40 caméras supplémentaires qui ont été implantées. Et en outre, parce qu'on n'arrive pas, il y a un surcoût du dispositif de sécurité privée, puisque on est bien obligé de compléter, dont le surcoût est estimé à 80 000 €. Et quand j'ai indiqué tout ça, il y a après les investissements. Nous avons donné comme une priorité que les écoles soient protégées, c'est la moindre des choses. Tous les portails, toutes les clôtures ont été rehaussés, renforcés et parfois végétalisés. Les systèmes anti-intrusion dans les écoles de la commune, toutes les écoles, ça a coûté 85 000 € en 2016, 361 000 € en 2017. Alors bien entendu, les investissements étant faits, on ne va pas les refaire, mais les coûts de fonctionnement, eux, en personnel, je doute fort que s'y substitue la force publique ou l'opération Sentinelle, dont on a vu déjà qu'elle avait un peu, mais je rends hommage bien sûr à ces hommes-là, un peu ralenti cette année, et qui, pour des raisons que je comprends, pourrait voir son périmètre modifié. Au total, l'animation en sécurité, c'est autour de 300 000 €, et les travaux dans les écoles, 85 000 en 2016, 361 000 en 2017. C'est donc de 6 à 700 000 € le coût supplémentaire lié à la sécurisation. Voilà. C'est à indiquer, c'est important. Nous l'assumons, et je pense que chacun le comprend et doit l'assumer, mais on préférait bien entendu s'en passer pour deux raisons. L'une, c'est qu'on n'aurait pas les problèmes que l'Europe connaît aujourd'hui, ou le monde, et la deuxième, c'est les problèmes budgétaires et l'effort complémentaire que cela amène à faire au niveau de l'activité des services. Voilà, mes chers collègues, merci pour ces échanges. Est-ce que je peux me permettre une remarque pour conclure ? Peut-être à l'attention de nos collègues qui s'en dispensent, je vous remercie de ces séances de questions d'actualité qui, pour moi, est un exercice démocratique important qui permet, pour peu qu'on puisse poser un panier garni de questions, d'obtenir un panier garni de réponses et qui sont fort utiles à nos concitoyens. Enfin, je vous remercie pour cette observation. En plus, bon, pour moi, j'y suis un peu attaché pour des raisons diverses et variées. C'est une proposition que j'avais faite qui n'avait pas été retenue dans la loi. Et je crois que ce que nous faisons là, c'est un bel exercice. Alors, bien sûr, il y a les questions écrites, mais c'est un peu différent, une fois par trimestre à peu près, d'avoir cet élément de démocratie locale. Merci beaucoup.